Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. J'espère que vous allez bien. Moi, plus ou moins. Désolée pour cette tête des zombies. Je sais pas, ces 3 dernières semaines, ils ont été un peu difficiles. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, il y a 3 semaines, j'étais pas en forme, pas du tout, physiquement, moralement, j'étais très bas. La semaine dernière, je me suis pris une porte en ouvrant la salle de bain. Et cette semaine, c'est mon chat qui m'a foncé dans la tête le matin parce qu'il avait sa crise de folie. En plus, demain, on doit aller avec le chien chez le veto. J'espère que c'est rien de grave parce qu'elle a sautillé en essayant de rattraper le chat en jouant et du coup, elle s'est fait un peu mal à la patoune. Bon, bref, je vous explique un peu ma life là. Désolée pour ma tête, je fais ce que je peux. Voilà. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. C'était 2 petites semaines. 2 petites semaines, oui, avec vraiment des petits romans, des petites nouvelles. J'ai lu, mais pas beaucoup. Enfin, si, j'ai lu, mais bon, bref, vous allez voir dans les minutes à suivre. Il y aura une petite partie classique et après, surtout mes 2 coups de cœur de ces 2 semaines. Voilà, vous allez voir. On va commencer par La sorcière d'Émile Souvestre. C'est un petit conte breton qui mange pas de pain. Je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Si vous avez vu mon book haul des classiques, il en faisait partie. Il fait une 30 de pages. Ça se lit dans une demi-heure, c'est tout plié. C'est assez chouette. C'est une sorcière, mais pas une sorcière qui a des pouvoirs, mais plutôt une dame qui a la langue bien pendue, a une langue de vipère, qui prédit des mauvaises choses aux femmes qui se retrouvent dans un certain endroit. Ça parle un peu de la misère de la vie humaine, ça parle un peu de la perte et aussi un peu de la condition de la femme avec ce qui se passait avec elle à l'époque quand leur mari décédait ou que tous les membres de la famille qui pourront assurer la survie de la famille, disons, décédée. Eh bien, leur avenir n'était pas du tout rose. Il y avait pas mal de choses tristes qui se passaient et du coup, on suit un peu cette réflexion dans cette petite nouvelle. C'est une nouvelle qui fait partie du folklore breton. Et n'hésitez pas, en fait, si vous voulez lire un petit conte breton, La sorcière, c'est vraiment sympa. On va passer maintenant au deuxième titre, deuxième classique, qui n'est autre que L'Auberge rouge de Honoré de Balzac. Cette fois-ci, on est devant une histoire impliquée dans une deuxième histoire. Vous allez comprendre en lisant ce récit. En gros, il y a une fête, il y a pas mal de convives et à un moment donné, quelqu'un demande une histoire et cette personne-là raconte l'histoire de l'Auberge rouge. Lors d'une époque reculée, enfin, pas tant que ça, des années auparavant, il y a 2 soldats français qui faisaient de la chirurgie, il me semble que c'était des 2 chirurgiens. Ils s'arrêtent, ces 2 chirurgiens, ils vont s'arrêter dans l'Auberge rouge, tout se passe bien, il y a de la nourriture et là-bas, ils font la rencontre d'un riche commerçant, un riche industriel qui est de passage. Tout se passe bien, ils passent un bon moment ensemble, c'est convivial, c'est chouette. Et le lendemain, là, le riche industriel, il est retrouvé mort. Pourquoi? Quel est le mobile de ce crime odieux? Vous allez le comprendre dans ce récit. Il y a pas mal de répercussions sur l'avenir de certains personnages étroitement liés à cette histoire d'Auberge rouge. Je vous dis pas plus parce que vraiment, c'est une centaine de pages. Ça s'est lu très vite. Si vous voulez découvrir une histoire classique, n'hésitez pas à vous pencher sur L'Auberge rouge de Honoré de Balzac. J'ai lu également Le médecin malgré lui de Molière. C'est une petite pièce de théâtre, j'ai l'impression que je l'ai lu par le passé parce que les événements qui sont passés, ils m'étaient assez familiers. Je sais pas si je l'ai étudié au lycée ou si je l'ai lu de mon plein gré à l'époque, mais de toute façon, ça parle d'un couple qui n'est pas trop bien assorti parce que le mari, il est assez violent, il est quêtard et il bat sa femme. Sa femme, pour se venger contre ce méchant mari, elle lui invente une vie. Elle dit aux 2 personnes qu'elle rencontre et qui cherchaient un remède que son mari, c'est un prestigieux médecin qui a guéri pas mal de monde. Et du coup, ces 2-là, en entendant ça, ils vont faire appel à ses services d'une manière assez étonnante. C'est un peu burlesque. C'est assez chouette, même si, bon, les thématiques abordées, c'est des thématiques à l'ancienne. On voit le traitement de la femme qui n'est pas
qui n'est pas bon, hein. Bon, on va pas se mentir, les traitements de la femme dans les années 1800-1700, je sais même pas à quelle époque c'est écrit. 1866, du coup ça date, ça date vraiment, je pensais que c'était dans les années 1700-1800, mais non, c'est dans les années 1666. Ouais, j'aurais pas aimé être une femme à cette époque parce que nos droits et nos envies n'auront pas été respectés et bon bref, il doit être pris dans le contexte de l'époque, c'est une lecture assez intéressante pour la culture générale. Et si vous voulez une petite pièce de théâtre qui se lit très très vite, n'hésitez pas à lire Le médecin malgré lui de Molière. Je vais très très vite dans mes présentations, mais en même temps c'est des petits titres, du coup ça va pas nous prendre trop plomb. Hop! Et c'était à l'envers. Le prochain titre que j'ai lu, c'est un manga. C'est l'avant-dernier tome de Overlord, le tome 18. Je suis un peu triste que cette œuvre va se finir. Pour vous expliquer, si vous connaissez pas Overlord, à la base, c'est une série de light novels. Il y en a pas mal, vraiment pas mal. Moi, je suis pas vraiment intéressée par les light novels. J'avais découvert à l'époque l'anime qui était très intéressant, qui adaptait ces light novels, et ensuite ils ont fait une adaptation en manga. Malheureusement, cette adaptation en manga, elle va pas couvrir les 4 ou 5 saisons de l'anime. On va s'arrêter à l'avant-dernière saison qui est apparue. Du coup, moi dans l'anime, je suis un peu plus loin. On va s'arrêter à l'arc de la guerre entre l'Empire et le Royaume. On est quasiment sur le champ de bataille. Je vais pas vous dire plus, je vais pas vous spoiler, mais on s'arrête un peu là au niveau de l'anime. C'est dommage, j'aurais pensé que le manga il va adapter l'ensemble du light novel, mais au final, non. Cependant, si vous voulez découvrir un chouette dark fantasy, n'hésitez pas. Je vais vous faire aussi un résumé au cas où si vous êtes pas au courant de quoi ça parle. Eh bien, Overlord, ça traite d'un jeu vidéo d'Yggdrasil. À un moment donné, le serveur allait être arrêté, étant à tout jamais, après 12 ou 13 ans des loyaux services. Et il y a mon manga, il me semble que c'est le nom du personnage principal, j'ai du mal avec le nom, vous savez. Il y a ce personnage principal qui n'est pas d'accord, pas d'accord. Il aimait tellement ces jeux et il est un peu nostalgique, il veut pas que ça s'arrête et du coup, il se connecte une dernière fois. Il s'est dit, ok, je vais rester connecté jusqu'à la fin. L'extension de ces serveurs, il se rend compte que le monde d'Yggdrasil, il continue. En fait, les PNJ qui jusqu'à présent, ils étaient juste des PNJ, ils avaient pas de volonté propre, ils vont être insufflés des vies, ils auront des initiatives et des pensées qui leur sont propres. Et le gars, il s'est dit, bah, chouette. Vu que moi, je suis déjà le maître de guilde, eh bien, on verra ce qui se passe si je deviens, en quelque sorte, un anti-héros. Ils vont commencer à conquérir toutes les terres environnantes. C'est vraiment chouette, c'est une histoire un peu sombre, un peu dark, il y a de batailles, il y a des combats, il y a des morts, du sang, des gobelins, en fait, toutes les créatures qu'on peut trouver dans un dark fantasy. Ça mange pas de pain, c'est vraiment chouette. Si vous voulez découvrir un titre dark fantasy, n'hésitez pas à vous pencher sur Overlord. Et on va passer à l'avant-dernier titre de cette update lecture qui est un coup de cœur, c'est The Girl with All the Gifts, celle qui a tous les dons. C'est le titre en français. Du coup, si vous désirez lire ce titre, il est traduit en français. Il y a même une adaptation cinématographique. Je me rappelais pas trop. J'avais juste une idée assez vague de la fin et du début de l'histoire, mais apparemment c'est plus ou moins fidèle à ce que j'ai pu comprendre. Mais en tout cas, moi je sais que j'ai passé un assez bon moment devant le film, mais je peux dire que je préfère largement le roman. C'est un monde post-apo, c'est un monde qui a été envahi par les zombies. On ne sait pas exactement comment cette épidémie est arrivée, mais en tout cas on est en plein milieu de cette épidémie. Les survivants se sont rassemblés dans des bases militaires et ils doivent faire face à cette pandémie, à cette attaque des zombies. Mais le pire dans tout ça, c'est que ces zombies, c'est des zombies qui courent. Du coup, ils sont infatigables et une fois qu'ils t'ont pisté, qu'ils ont senti ton odeur, l'odeur corporelle des humains, c'est foutu parce qu'ils vont t'étraquer jusqu'à ta mort, jusqu'à ce qu'ils arrivent à t'ébouffer. Au-delà de ce menace qui vient de la part des morts, il y a aussi la menace qui vient de la part des Junkers. C'est des survivalistes qui ont décidé de ne pas incorporer les bases militaires là où il y a le reste de la population. Ils ont décidé de prendre leur chance et de vivre à leur manière. Vous voyez, il y a tout un contexte. Les choses ne sont pas roses, mais il y a quand même
même un espoir. En tout cas, on le pense. Il y a des recherches qui sont à la limite de la limite. C'est des expériences, voilà, qui pourront potentiellement sauver l'humanité. Et ces expériences se font sur des zombies, mais c'est des zombies qui sont pas comme les autres. Ils ont des caractéristiques spécifiques. Ils ont une intelligence hors norme. Ces zombies, c'est des enfants. En fait, c'est des enfants que les militaires, ils ont réussi à rattraper, les ont pollués, infectés par les zombies. Du coup, ils ont une intelligence très très forte, mais aussi ils ont les mêmes caractéristiques que les zombies, c'est-à-dire qu'ils ont cette faim des chairs humaines. Dans ces contextes, l'humanité, elle a du mal à survivre et du coup, notre histoire va s'axer sur plusieurs personnages, sur le personnage de Mélanie, cette petite fille dans cette base militaire et des adultes qui l'entourent. Elle se pose pas mal de questions sur le monde environnant et on verra au fur et à mesure ses réflexions. C'est un récit qui est quelque part à mi-chemin entre The Last of Us et Je suis une légende. Il y a certaines réflexions qui sont très très tristes sur l'avenir de l'humanité et sur le commencement de l'épidémie. C'est vraiment une lecture très chouette. On a le temps de les apprécier et de s'attacher à eux au fur et à mesure du récit. On se rend compte que tout n'est pas noir. On va voir la part d'humanité dans chaque personnage et la part d'ombre qui bien évidemment elle surgit dans certains moments critiques. C'est un roman que je vous recommande, j'ai beaucoup aimé. C'est un peu nostalgique, poétique, je sais pas comment vous l'expliquer, mais il y a une sensation de mélancolie et de tristesse qui se dégage au fur et à mesure au fil de pages. Voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est un roman un peu introspectif parce qu'on voit un peu ce qui se passe, mais on a aussi ces focus sur les sentiments de chaque personnage. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé et je vous le recommande, mais je sais qu'il ne sera pas fait pour tout le monde. Et cela va nous ramener au dernier tome de cette hop des lectures. Mais vous connaissez déjà la chanson, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a aussi un petit revue, une série que je regarde en ce moment. Revenons à nos moutons. Laisse-moi entrer de John Ajvide Lindqvist. Ouais, je sais pas prononcer. C'est du suédois, si je me trompe pas. C'est un roman qui a été traduit du suédois. C'est un roman dur. Les personnages sont brisés. Il y a vraiment une atmosphère du fond, du bas de l'humanité. Je sais pas comment vous l'expliquer, comment traduire ça. Parce que nos personnages, tout au long de ce récit, ces personnages qu'on suit sont brisés. Ils ont connu des emmerdes, ils ont connu des merdouilles. Leur vie n'est pas facile. Ils ont touché le bas. Et pourtant, les choses peuvent encore s'empirer, même si on pense qu'on a touché le bas, les choses sont de pire en pire. Au tout début du récit, j'avais un peu de mal, je savais pas où me situer, je savais pas si j'allais aimer la suite, parce que on commence par certains trucs qui frôlent la pédophilie, et du coup j'étais à un moment donné en mode limite ce roman, je sais pas où il va nous ramener, mais j'ai vu au fur et à mesure les sujets qu'il allait toucher. Du coup, à la fin, j'ai compris la posture de l'auteur, j'ai compris le message qu'il voulait nous transmettre, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça sort un peu du cliché du vampire, des histoires de vampires classiques avec le beau gosse et belle gosse ténébreux qui sont un peu perdus, qui savent pas qui se passe. On est dans un récit qui fait mal au cœur, en fait. Au fur et à mesure que tu découvres l'histoire, tu te dis, ah ouais, c'est vraiment trash, c'est vraiment trash. Je sais pas comment vous donner envie de lire ce roman parce qu'il est vraiment bien et on tombe de plus en plus dans la noirceur de l'âme humaine. On voit qu'il y a une petite lumière qui pourrait aider notre protagoniste et cette lumière, elle vient des endroits totalement inattendus. C'est chouette la manière dont le récit il a été construit. C'est une bombe bricasse en tout cas, j'ai adoré. Bon bref, je vais revenir au synopsis parce que je vous ai donné un peu mon ressenti concernant l'histoire globale pour vous donner un peu une accroche. Dans ce récit, on suit Oscar qui a 12 ans, il me semble. C'est un petit gars un peu enrobé qui n'a pas vraiment d'amis, qui est le souffre-douleur de sa classe. Il y a disons, potes, mais on pourra pas les classifier des potes parce qu'ils sont là juste quand ça va bien.
Quand ça va mal, allez, ciao, je me casse. Il est pas bien, il essaie de cacher un peu sa douleur, il s'invente un peu une vie. Il espère que les choses vont aller mieux et qu'il va s'en sortir. Et à un moment donné, dans toute cette vie trouble qu'il a, dans tout ce contexte qui est pas réjouissant, tout ce qui se passe autour de lui, mais dans sa famille, c'est pas réjouissant parce que vous allez comprendre au fur et à mesure. Il rencontre Ellie, une petite fille très très pâle qui sort que la nuit. Il se lie d'amitié avec cette petite fille, mais les choses vont prendre une tournure inattendue parce que on se doute bien. Ellie n'est pas comme les autres petites filles, elle cache des secrets. Son secret, il est vraiment dur à porter et il a affaire avec des choses qui se passent dans cette ville. Je vous dis pas plus, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé, je vous le recommande chaudement si vous voulez un récit de vampire qui est bien construit, qui plonge dans les ténèbres de l'âme humaine. Laisse-moi entrer, c'est vraiment un bon récit des vampires. Je sais qu'il est adapté en film. Potentiellement, il y a des choses qui ont été modifiées dans le cours de l'adaptation cinématographique. Déjà, le nom du personnage, c'est pas le même. Dans le récit, il s'appelle Oscar. Il me semble que dans l'adaptation ciné, il s'appelle Owen. Bon, bref. Je sais pas, je l'ai pas encore vu, mais en tout cas, lisez. Laissez-moi entrer. Laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer. Et voilà. On va passer maintenant à la série que je vous ai teasée avant que je commence la chronique de Laisse-moi entrer. Et cette série, ce n'est autre que Fear the Walking Dead. Je suis dans ma période zombie. Je vous dis tout de suite, là, en ce moment, j'ai envie de lire des romans des zombies. J'ai envie de découvrir des séries des zombies. Je sais pas ce qui se passe avec moi, mais il y a des périodes comme ça. Fear the Walking Dead, c'est une série qui a été créée après Walking Dead. Comme je vous j'ai dit dans une autre vidéo, je sais pas si elle va sortir avant ou après celle-là, bon bref. Moi j'ai commencé par The Walking Dead classique, je suis arrivée jusqu'à la saison 7, un truc comme ça. Et après je me suis arrêtée parce que, je sais pas, après la mort de Glenn, c'était un peu différent, c'est un peu plus dur. Du coup à un moment donné, je me suis dit, ok, j'ai envie d'un truc des zombies, mais pas spécialement le Walking Dead traditionnel. Et je sais que j'avais déjà regardé la première saison des Fear the Walking Dead à l'époque quand la série était sortie, je l'avais regardée d'une traite. Et cette fois, c'était pareil. J'ai regardé la première saison. Je pense qu'on l'a regardée une soirée. Et c'est très bien. Dans cette série, Fear the Walking Dead, eh bien, on suit un peu le début de l'épidémie. On n'est pas plongé tout de suite dans cette quête, dans cette idée de survie. Bon, on est dans l'idée de survie, mais on voit un peu le début. On voit un peu comment les cités, comment les villes commencent à être détruites et comment les gens essayent de survivre. On a une famille, on suit une famille et un groupe de personnages se rajoute à cette famille un peu éclatée et recombinée. Vous allez comprendre si vous regardez la série. J'avais beaucoup aimé notamment les 3 premières saisons de la série. Actuellement, je suis à la saison 5. Ces 3 premières saisons de la série, on est un peu dans une autre ambiance que The Walking Dead classique. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. À partir de la 4e saison, on introduit d'autres personnages, ce qui est très bien parce qu'il y a des personnages que j'adore. Mais par contre, on va tomber un peu dans je peux pas dire cliché, mais j'ai l'impression que c'est un peu la copie de Walking Dead. On a changé, on commence la 4e saison par un épisode où il y a l'introduction de ces nouveaux personnages et on voit un peu aussi les personnages de la série classique qui apparaissent et la colorimétrie de cette 4e saison, elle est différente, ça change, même le logo de la série change et je trouve qu'elle perd un peu de son identité pour se tourner vers quelque chose de plus semblable à Walking Dead classique. Pour moi, en tout cas, elle a perdu un peu de sa personnalité, de ce qu'il a différencié de Walking Dead classique. Même si j'aime toujours, j'ai beaucoup aimé les 3 premières saisons et on avait aussi une partie Welcome to Mexico. J'avais adoré cette idée-là de déplacement des États-Unis au Mexique. Ça donnait quelque chose, ça donnait une idée de déplacement et aussi des positionnements géographiques parce que dans Walking Dead normal, on savait pas trop où les gens ils étaient. En tout cas, moi j'avais cette impression. Alors que dans Fear the Walking Dead, t'avais un peu plus ces repères géographiques et tu voyais un peu leur déplacement, déplacés des États-Unis, ils arrivaient au Mexique, etc., etc. Du coup, c'est chouette. J'aime toujours Fear the Walking Dead, même si je trouve qu'ils ont perdu un peu de leur quintessence en essayant de copier la recette originale de Walking Dead.
Voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je suis en train de lire actuellement Un bon Indien est un Indien mort de Stephen Graham Jones. Je suis quasiment à la fin, il me reste une centaine de pages. Pour l'instant, j'aime bien. Il y a certains passages où je suis quoi? Hein? Mais on verra bien la tournure des événements. J'ai hâte de connaître la fin et de décider si j'ai bien aimé ou si c'était en mode qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai bien compris ce qui s'est passé là? Normalement, ce récit, ça va être pour le prochain bilan lecture. Si je me trompe pas, on verra. Parce que je sais pas dans quel ordre ces vidéos vont sortir. Bon bref, dites-moi dans les commentaires si vous avez lu un de ces titres, si vous avez regardé la série Fear the Walking Dead, quelle est votre opinion, quel est votre avis. En tout cas, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde, bisous bisous.